L'Africain vient au monde avec des factures à honorer, alors que l'Européen naît ayant à la main des chèques à encaisser. Cette assertion évoque tout simplement que le continent africain est endetté. Pendant que l'Occident conforte ses acquis en matière de développement, l'Afrique est condamnée à supporter le poids de ses dettes. 50 pays africains, comptant au total 500 millions d'habitants, sont endettés et surendettés. L'Afrique du Sud, en 2016, a vu sa dette s'élever à 103 894 milliards de francs, l'Angola à 27 883 milliards en 2016. Le Nigeria, la première puissance économique du continent africain, n'est pas en reste. Sa dette était de 16 705 milliards de francs CFA en 2016. Dès 1960 en Afrique, cette date marque la période des indépendances où les dirigeants africains se sont endettés pour financer le développement de leur pays. Puis est arrivée la crise économique des années 90 qui a créé un grand trou dans les caisses des différentes économies du tiers-monde, entraînant ainsi la contraction des nouvelles dettes par les dirigeants de ces pays pour le redressement de leurs économies. Ces nouveaux endettements viendront grossir ainsi le volume de la dette. Que faut-il faire pour empêcher les États africains de s'endetter? Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous regarder en ce moment sur Frika TV, l'Afrique vue autrement. Et pour éclairer votre lanterne, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Emmanuel Kounié, expert financier. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau d'Economy First. Merci. Chers téléspectateurs, avant d'entrer dans ce programme, nous visionnerons tous ensemble un Vox Pop réalisé par l'équipe de Frika TV. Des Africains ont émis leur opinion sur la question de l'endettement des pays africains. C'est dans quelques secondes. C'est beaucoup plus les leaders qui doivent donner l'impulsion. Il faut donner les moyens à ceux qui veulent travailler. Parce que sans moyens, on travaille en vain. Le président de la République doit d'abord prendre tous ces gens qui ont volé, les conditionner, déposer de l'argent. On relance l'économie. Ils sont là, les gens de 80 ans, 90 ans travaillent. Les enfants font quoi? Ils mangent de l'argent. On leur laisse manger de l'argent. Quelqu'un est dans son parking avec 40 véhicules, gros cylindrés. Les autres fonctionnaires n'ont rien. On ne les paye pas. Il nous faut des hommes. Il nous manque d'abord des grands hommes. On a presque tout ici en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez que le riz que nous mangeons est tellement vulgaire au Cameroun. Oh, ça sort de la Thaïlande. Et pourquoi le macabo de Njombe coûte cher ici à Bonamoussadi? C'est inexplicable. Il faut des institutions fortes. Il faut des vrais hommes à la place qu'il faut. Il doit d'abord laisser toutes ces conventions qui signent avec les Blancs en Europe. Parce que c'est toutes ces conventions qui font à ce que les États africains s'endettent chaque jour. Il faudra déjà, s'assurer que les dettes antérieures, lorsqu'on contacte une dette, on élabore un programme qui tient compte des remboursements. Parce que certains pays élaborent des programmes dits triennales, comme nous avons le cas au Cameroun. Les budgets, le plus souvent, sont des budgets annuels. Donc, pour que ce pays ne continue pas à s'endetter éternellement, il faut déjà qu'au sein de la communauté de l'Union africaine, qu'il y ait une politique commune qui puisse déjà permettre d'évaluer pour chaque pays africain ses potentialités. Il faudrait d'abord qu'on coupe court des dettes. Les dettes là, qu'on arrête de pouvoir prêter de l'argent aux Occidentaux. Parce que quand ils nous donnent 10 000 francs, là ils savent que les 10 000 francs là vont leur rapporter 50 000 francs. Et il faudrait aussi que, pour en finir ça, on crée notre monnaie, la monnaie africaine. Je pense qu'avec cette monnaie africaine, le Cameroun, ou précisément l'Afrique tout entière, on pourra voir le bout du tunnel. Je trouve que l'Afrique déjà n'est pas pauvre. Et quand l'Afrique n'est pas pauvre, on s'endette quand on est pauvre. Quand on n'est pas pauvre, il est inutile de s'endetter. Mais si nous ne pouvons pas vendre nos propres bananes, si on veut la donner aux gens, comment est-ce qu'on ne va pas s'endetter? Pour ne pas plus être endetté,
nous, Africains, nous devons vendre nos matières que de donner. Laissons notre bois partir et que en retour, on nous vend la suie. En retour, les meubles qu'on nous vend ici, c'est la suie. Nous avons le bois massif. Et quand la suie vient, l'homme camerounais, l'homme noir en général, achète le quadruple du vrai bois. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas endetté? Pas que les Blancs viennent avec pour eux et nous font. Nous-mêmes, on fabrique pour nous, on arrange les routes, on fait de tout. De nous-mêmes, on produit pour nous, on exploite aussi pour nous. Comme on ne travaille pas pour donner aux gens pour qu'eux soient bien et que nous restons au Cameroun, mauvais. Donc on reste africains pour mieux gérer notre pays. Alors, de retour sur ce plateau, nous disons merci à la réalisation qui nous a permis de visionner ce Vox Pop. Alors, Monsieur Emmanuel Kounié, je me tourne vers vous. Vous avez vu avec nous les opinions des Africains, en tout cas. Ils ont donné chacun leur point de vue sur l'endettement des États africains. Alors, dites-nous, en tant qu'économiste à la base, c'est quoi l'endettement? Oui, l'endettement, c'est justement la sollicitation, n'est-ce pas, des ressources financières d'un pays étranger ou bien d'un organisme étranger pour pouvoir financer ses investissements ou son fonctionnement. Quand un État estime que son budget ne peut pas lui permettre, n'est-ce pas, que les recettes qu'il engage ne peuvent pas lui permettre de réaliser ses prévisions, alors l'État s'endette pour pouvoir, n'est-ce pas, combler ce gap, c'est-à-dire la différence entre les ressources propres et les besoins réels. Donc, quand il est établi que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, vivre avec vos ressources propres, compte tenu des besoins, alors vous êtes obligé de chercher de l'argent ailleurs pour combler le gap. Et ça, c'est de l'endettement. Vous endettez pour pouvoir combler ce gap-là. Et dites-nous, à quel point est-ce que les pays africains sont-ils endettés? Les pays africains sont très endettés. Les pays africains sont très endettés pour la plupart, mais tous les pays du monde sont endettés. Tous les pays du monde sont endettés. Mais il y a un problème de la dette, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre... il y a la qualité de la dette. Hein. Il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Quand vous prenez les dettes à des taux très élevés, ou dans des conditions compliquées, alors ce sont des mauvaises dettes. Je veux prendre un exemple, pour le cas du Cameroun par exemple. Quand il a fallu, n'est-ce pas, réaliser les projets structurants, le Cameroun a commencé à réaliser 27 projets à la fois. Et quand la crise de 2016 est arrivée, la chute des cours de pétrole de 2016, il n'y avait plus d'argent. Alors, comme on avait pensé qu'avec les projets structurants, on devait relancer notre économie, on est allé précipitamment sur le marché international, commencer à prendre la mauvaise dette, c'est-à-dire à acheter les eurobonds à 9% pour financer les projets structurants, alors que ce type de projet se finance par des prêts concessionnels, les prêts donnés par les organismes spécialisés comme la Banque mondiale, qui accordent les prêts pour ce genre de choses à moins de 1%. Alors, quand on est donc allé précipitamment acheter les eurobonds sur la place financière internationale à 9%, quand on est allé prendre des prêts bancaires carrément à des taux de découvert, c'est-à-dire plus de 17% pour financer les projets structurants, le service de la dette, les intérêts de cette dette ont été très élevés et ça a fait que dans notre budget aujourd'hui, nous avons le service de la dette qui est le poste le plus élevé, qui est près de 1053 milliards pour 2019. C'était à 1023 milliards pour 2018, pour un budget de 4000 milliards. C'est-à-dire que le quart du budget sert pour le service de la dette, ce qui n'est pas normal. Ça fait que nous sommes obligés de prendre des emprunts pour rembourser la dette. On appelle ça effet boule de neige. Et notre dette va s'accroissant parce que nous avons mis sur pied une mauvaise politique économique ou une mauvaise politique d'endettement. Donc la dette, on doit la prendre, mais on doit la prendre dans un cadre précis, et puis il faut gérer la dette. Il faut que la dette soit bien gérée. Il faudrait savoir que quand vous prenez une mauvaise dette, vous compliquez votre existence. Et puis, si vous rentrez dans le circuit d'effet boule de neige, qui consiste à prendre les emprunts pour rembourser la dette, chaque année pour prendre l'emprunt pour rembourser la dette, et les intérêts continuent à faire grandir votre dette, alors vous êtes dans le tourbillon de la dette, et puis en ce moment-là, vous êtes dans la situation que nos États connaissent. Très bien. Et comment se présente la situation de nos dettes, de cette dette à nos jours? Oui, cette dette est autour de 5 000 milliards, je crois. C'est près de 32%, n'est-ce pas, du PIB. Mais les gens vont vous dire que cette dette n'est pas... Le volume de la dette n'est pas très élevé parce que le ratio acceptable qui a été conventionnellement accepté dans notre zone, dans la zone CEMAC, est qu'on peut s'endetter jusqu'à 70% de son PIB.
Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas le volume de la dette. Le problème, c'est la qualité de la dette. Nos dettes sont des mauvaises dettes. Des dettes qui provoquent des services de la dette très élevés. Et même si le volume de la dette n'est pas important, cette dette, parce qu'elle a été mal contactée, constitue un grand problème pour notre fonctionnement, pour notre vie au quotidien, pour notre budget. Parce que quand vous avez le service de la dette qui représente le quart de votre budget, 25% de votre budget, alors ça dit que c'est le poste le plus élevé de dépenses dans le budget du Cameroun. Ça devient compliqué parce que même la défense n'a pas ce montant. Il n'y a aucun ministère, aucun poste de dépense n'atteint ce niveau. Donc, quand le service de la dette, c'est-à-dire ce que vous devez faire pour rembourser la dette, devient le plus préoccupant parmi vos préoccupations, ça devient compliqué parce que vous travaillez pour la dette. Et là, c'est ce qui fait que la relance économique devient très difficile. Il faudrait envisager la régression de la dette. Vous avez vu dans d'autres pays comme le Ghana, Nana Akufo, le nouveau président, quand il est arrivé, il a décidé de rembourser par anticipation la dette du Ghana parce qu'il a mis les Ghanéens au travail. Il a mis sur pied une politique économique qui a permis aux Ghanéens de produire parce qu'ils ont leur monnaie, une politique politique économique et surtout monétaire qui a permis à ce que le Ghana puisse trouver des ressources pour anticiper sur la dette des bailleurs de fonds afin que le pays puisse assainir ses finances publiques et puis passer au développement. Tant que nous aurons la dette qui va plomber notre budget comme c'est le cas aujourd'hui, on va avoir des difficultés et je crois qu'il faudrait que les autorités politiques comprennent que les politiques économiques doivent être les politiques qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de sortir de la dette ou bien de faire en sorte que la dette ne soit plus, n'est-ce pas, le point le plus lourd à l'intérieur de notre budget. Très bien, M. Emmanuel Kounié. Chers téléspectateurs, en titre de rappel, c'est l'émission Economy Fest qui a débuté depuis plus d'une dizaine de minutes déjà. Alors, M. Emmanuel Kounié, je reviens vers vous. Qui doit à qui précisément? Oui, le système international est bien organisé. Vous savez, les États à Bretton Woods, dans les années après la guerre, on a créé, en dehors de l'ONU, on a créé le Fonds monétaire international. La Banque mondiale d'abord, le Fonds monétaire international. La Banque mondiale était chargée, n'est-ce pas, de produire des financements comme une banque. Et le Fonds monétaire international, qui avait d'autres missions, est devenu aujourd'hui, comment dirais-je, l'huissier international. C'est-à-dire que la personne qui regarde si vous pouvez rembourser la dette, c'est même un conseil en insolvabilité. C'est-à-dire que vous êtes endetté. Et quand on veut s'endetter, quand vous voulez vous endetter, on vous conseille d'aller vers les organismes comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international parce que les États qui ont des fonds mettent leurs fonds là-bas, mutualisent leurs fonds là-bas, et c'est ces fonds qui sont prêtés aux États. Parce que les accords bilatéraux, les prêts bilatéraux deviennent compliqués à un moment donné, et puis des États contre un État, ça risque de créer des affrontements. Donc, ils ont mis l'argent au niveau de la Banque mondiale, au niveau de ces institutions de Bretton Woods. On prête aux gens et le rôle du Fonds monétaire international aujourd'hui, ce n'était pas le même rôle avant, aujourd'hui consiste à s'assurer que les gens qui ont emprunté de l'argent, qui ont pris de l'argent, seront capables de rembourser. Alors quand on vient vers vous, on se rend compte que vous avez des difficultés de remboursement, alors ils viennent vous conseiller, ils viennent vous proposer un certain nombre de mesures, et à la limite même ils vous imposent un certain nombre de mesures, ils vous avancent même un peu d'argent davantage, c'est-à-dire que si vous devez par exemple 100 000 francs et on voit que vous êtes en cessation, vous risquez d'être en cessation de paiement, on vous ajoute de l'argent en termes de prêt et puis on vous organise pour que vous puissiez rembourser la dette. Donc c'est l'huissier préventif qui vient, n'est-ce pas, veiller à ce que l'argent que vous avez pris soit systématiquement remboursé. Donc les États sont endettés vis-à-vis de la communauté internationale à travers ces organismes de Bretton Woods qui sont chargés, n'est-ce pas, de gérer les fonds mondiaux. Et dans notre cas, est-ce la mauvaise politique économique mise en place par les dirigeants des pays ou bien les détournements d'investissement? D'où vient vraiment ce problème? Quelles sont les véritables causes de l'endettement des pays africains? C'est tout ça, c'est tout cela. D'abord, la mauvaise politique publique en matière économique. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez un financement pour construire un barrage à Lompangar. Votre projet n'est pas mature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas fait une programmation qui devrait aller du début
du début de l'exécution du projet à la mise en service. Parce que quand vous voulez réaliser un projet, il faudrait vous assurer que vous avez fait une programmation qui va du début à la fin. Mais qu'est-ce qu'on a vu chez nous? On a vu que quand en 2006, nous avons atteint le point d'achèvement et que nous avions donc la possibilité de faire des investissements parce qu'il y avait les fonds PPTE, il y avait beaucoup de fonds qui nous sont revenus, nos dirigeants ont commencé 27 projets à la fois. Ce qui est inadmissible, il fallait commencer peut-être 2 ou 3 projets, les finir avant de commencer les autres. Ils se sont dit, il y a de l'argent, on y va, on a eu beaucoup de retard pour nos investissements, on va tout faire à la fois. Ils ont commencé les poids en eau profonde, ils ont commencé l'autoroute, ils ont commencé les barrages, ils ont tout commencé au même moment. Malheureusement pour eux, ils avaient oublié que l'économie libérale est à tout moment soumise à des chocs. 2006, ils ont commencé tout ça. 2016, il y a eu la chute des coûts de produits matières premières, alors qu'ils n'avaient presque rien réalisé. Ils ont paniqué parce que tous les projets étaient encore en instance. Ils ont commencé à faire donc des prêts dans tous les sens. Alors, ce qu'on leur reproche, c'est quoi? Ce qu'on reproche dans notre politique publique en matière de projet, c'est que vous prenez le barrage de Lompanga, on a mis à construire le barrage, c'est à la fin du barrage qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas prévu les installations de transport d'énergie. Les installations sont là, l'énergie même est déjà là, mais il faut maintenant un autre projet qui consiste à investir pour le transport d'énergie et il n'y a plus d'argent, on est bloqué. Le port en eau profonde de Kribi, on finit de construire le port, on se rend compte que le port n'est pas traversé par un chemin de fer, il n'y a pas de route, on a mis du béton pour près de 400 milliards et on ne peut pas exploiter le port parce que donc c'est de l'amateurisme et tout cela, vous prenez par exemple l'axe lourd Douala-Yaoundé. D'abord c'était l'axe lourd Douala-Yaoundé, ils ont transformé ça pour que ça devienne l'axe lourd Yaoundé-Douala. Douala-Yaoundé supposait que si on arrive à faire 75 km, on peut au moins exploiter sur IDEA, on peut exploiter sur Kribi. Mais ils ont commencé à Yaoundé. Pourquoi ils ont commencé à Yaoundé? Parce que comme c'est les gens qui veulent mettre plein dans leur poche, ils se sont dit que quand on a fait 50 km, ils vont aller là devant. Comme on n'a pas, le projet n'est pas mature, c'est-à-dire qu'on n'a pas dédommagé tout le monde sur les sites dont la route devait passer. Ils vont acheter des terrains à 50 francs, machin, ils vont fabriquer des titres fonciers. Et dès que l'entreprise chargée d'exécuter les travaux vont arriver, ils vont faire sortir les populations pour dire nous ne sommes pas indemnisés, ils vont bloquer les travaux. On va trouver de l'argent pour les dédommager avant de continuer. Ils ont fait ça et depuis qu'on a commencé l'autoroute, ils ne font que ça. Dès qu'on fait 40 km, on s'arrête, les populations sortent, donc nous avons des maisons en planche, en carabote et tout ça. Donc, nous risquons de faire même 15 ans pour faire la route de Douala-Yaoundé, alors que l'entreprise en question pouvait faire son travail en 48 mois, c'est-à-dire même en 2 ans, 3 ans, et puis nous livrer le chantier. Donc, nous-mêmes, nous nous embarrassons, nous créons des problèmes. Et quand vous mettez quand vous allongez les périodes, ça augmente les coûts. C'est pour ça que les coûts deviennent très élevés, parce que nous-mêmes, on torpille nos projets. On dit chez nous, on dit en économie, en économie des projets, que quand vous échouez votre programmation, vous programmez votre échec. Donc, quand on a un projet, il faut le prendre du début à la fin. Et puis, l'État ne peut pas penser au Cameroun qu'il doit être celui qui conçoit les projets, qui imagine les projets, celui qui étudie les projets, celui qui suit l'exécution, celui qui paie les factures, celui qui fait tout. Non, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, l'État a pour rôle de s'assurer que le projet est mature, c'est-à-dire que tous les sites sont libérés, toutes les conditions pour réaliser le projet sont là. Et puis, on prend des cabinets privés qui ont d'autres regards, un regard différent sur le projet, pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer par exemple le contrôle et rendre compte, n'est-ce pas, aux autorités, parce que c'est des personnes différentes de ceux qui ont conçu le projet et ils peuvent, n'est-ce pas, avoir un autre regard sur le projet. Mais chez nous, c'est que les fonctionnaires ont pensé que quand on sort les NAM, on peut même conduire l'avion. Si vous mettez un gars les NAM dans l'avion, il va vous dire qu'il peut conduire. Puis ils sont là, qu'ils peuvent tout faire. Alors quand un pays est dans cette situation, c'est un pays qui est condamné à ne pas bouger, à ne pas se développer, un pays qui doit regresser parce que l'esprit n'est pas au développement, l'esprit est à la confusion et nous suivons dans la confusion économique que ceux qui nous gouvernent ont prévu. Très bien, M. Emmanuel Kounié. Et dites-nous, comment est-ce que l'argent emprunté est utilisé? L'argent emprunté est mal utilisé. D'abord, l'argent emprunté est mal emprunté. Mal emprunté parce que vous avez, on dit, il nous faut 250 milliards pour pouvoir, n'est-ce pas, renforcer notre capacité d'investissement. Alors on dit, on fait les prêts obligataires. Alors on fait les prêts obligataires, on dit, on fait les bons de trésor, on fait les bons de trésor, il faudrait que les gens achètent les bons de trésor. On doit le faire. Je crois que c'est en 2018, ils ont prêté 150 milliards pour 3 ans, à 5,6%.
Mais l'ennui, c'est que l'argent qu'on leur prête, on ne sait même pas d'où ça sort. C'est les gens qui ont détourné l'argent, les fonctionnaires, qui remettent cet argent pour blanchir cet argent-là à des taux très élevés. Parce que 5,6%, c'est énorme, c'est énorme. On ne peut pas prendre de l'argent à 5,6% pour mettre dans les projets à long terme. Ça pèse lourd. Et puis, on se rend compte que même les prêts qu'ils ont pris dans les banques, le pôle bancaire, je ne veux pas trahir un secret, mais on se rend compte que les gens qui sont les responsables au niveau de l'État sont les mêmes gens qui ont été dans les banques. Et puis, ils privilégient les banques dans lesquelles ils étaient pour que, à la fin, les intérêts reviennent. Donc, il y a délit d'initiés, il y a trop de fraude dans tout cela. Et l'argent emprunté est mal emprunté et bien entendu mal utilisé parce que quand ils ont fini d'avoir ces fonds, les routes, par rapport à la mercuriale internationale que tout le monde connaît, nos routes coûtent 5 à 6 fois plus cher parce qu'il y a tous les tracasseries que je viens de décrire. Et sans compter que toutes ces tracasseries ont un autre problème, c'est-à-dire la tendance, n'est-ce pas, des rétrocommissions. Quand on donne l'argent, les marchés, on prend de l'argent sous la table, etc. Ça complique beaucoup la situation. Moi, je crois qu'il y a un besoin d'assainissement chez nous pour pouvoir, n'est-ce pas, voir un peu clair dans ce problème d'endettement, parce que c'est très compliqué et l'État continue à s'endetter. L'État s'est endetté à près de 3 000 milliards en moins de 5 ans, depuis 2016, alors que notre dette était d'environ 2 000 milliards et poussière. Depuis 2016, nous sommes en 2018, on s'est davantage endetté. Et aujourd'hui, si l'escalade de la dette là, si cette escalade continue, nous allons rapidement nous retrouver dans une situation où on ne pourra plus s'en sortir. Et comme j'ai dit, non pas seulement le volume de la dette s'agrandit, mais le service de la dette aussi s'agrandit, les intérêts sont énormes, et ce qui fait que nous allons bientôt, si nous ne faisons pas attention, nous retrouver, n'est-ce pas, en situation de cessation de paiement. Et en ce moment, que devient l'argent prêté? L'argent prêté est détourné, l'argent prêté est mis dans les projets à prix fort, l'argent prêté est dilapidé, si vous voulez, et puis on en est là. Vous voyez bien que même dans la ville de Douala, toutes les routes sont bousillées. Et on n'arrive à rien faire. Pendant ce temps, on s'endette au quotidien. Et vous avez vu les projets Lacan. Les projets Lacan, il y a eu un endettement fou. Et aujourd'hui, les projets sont encore en instance de réalisation. Est-ce que, même en 2021, on sera prêt? Dieu seul sait. Mais quand on regarde le rythme, la cadence du travail, on se dit, s'il n'y a pas un sursaut d'orgueil, c'est-à-dire que ces gens ne se décident pas, n'est-ce pas, de se mettre en eux un peu de patriotisme, même en 2021, nous n'allons pas être prêts. Et c'est bien dommage, parce que nous avons d'autres problèmes. L'économie lui-même n'arrive plus à produire les ressources qu'elle produisait avant. La crise, c'est les crises sécuritaires. Vous voyez, dans le nord ou sud-ouest. Au sud-ouest, il y avait la CDC, qui est le deuxième employeur de l'État, qui ramenait beaucoup de devises en vendant à l'étranger. La CDC est carrément en arrêt d'activité. Ça veut dire que l'État perd une grande partie de son argent. La Sonara vient de vivre un incendie. Et tout le fleuron, c'est-à-dire que la PAMOL même, qui est bien sûr une partie de la Sonara, est en arrêt. Toutes les activités économiques dans ces zones ne fonctionnent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les devises que l'État obtenait en vendant à l'étranger ne vont plus exister. Nous allons pouvoir vivre plus d'endettement et il faudrait penser à s'asseoir pour faire les états généraux de l'économie du Cameroun et voir comment orienter notre politique économique. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent ne parlent à personne, ne discutent avec personne, ils s'enferment, ils font à leur tête et chaque jour qui passe, notre économie continue à être tirée vers le bas. Et quelles sont les conséquences de cet endettement sur le plan économique et social? Oui, bien entendu, sur le plan économique et social, vous voyez que là-dedans, il devient de plus en plus difficile d'avoir un emploi. Les entreprises, de nouvelles entreprises ne se créent pas. Les entreprises existantes ont tendance, n'est-ce pas, à diminuer leur personnel. La situation, le niveau de vie du Camerounais se dégrade et le développement humain disparaît parce que le bien-être lui-même est en train de disparaître. Les gens sont aujourd'hui, tout le monde est sur les motos et les embouteillages sont infinis. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien du tout.
Et sur la vie des Camerounais, je crois que si nous continuons de cette manière, alors on va certainement arriver à une implosion sociale si rien n'est fait. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir pour voir comment concevoir une autre politique économique et qu'on cesse de tout importer. Parce que dès lors qu'on importe tout, on importe le riz, on importe le maïs. Le maïs pour ravitailler, n'est-ce pas, les sociétés brassicoles est importé à plus de 70%, ce qui n'est pas normal dans un pays où il y a des terres partout. Et si il n'y a aucune politique agricole qui permette... Il n'y a même pas une politique... le chef de l'État, en 2011, lors de sa campagne pour les élections de 2011, nous avait dit qu'il devait faire une réforme foncière pour permettre à ce que les Camerounais qui doivent se lancer dans l'agriculture puissent avoir accès aux terres. 2011, 2018, il n'a rien fait. Et lors de sa dernière campagne, il n'en a plus parlé. Et tant qu'il n'y a pas de réforme, vous mettez le pied n'importe où, on va vous dire que c'est mon terrain, c'est mon terrain. Or, ces gens qui disent que c'est leur terrain veulent vendre les terres, mais ils ne peuvent rien produire. Donc, le maïs est importé, le riz est importé, tout ce que nous consommons est importé, nous produisons un peu des produits, un certain nombre de choses, mais ce que nous produisons, c'est des produits que nous ne consommons pas, le café, le cacao et tout ça, nous ne consommons pas, nous produisons ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produit pas. Et dans ces conditions, on va avoir que des difficultés. Il faudrait changer de politique économique, il faudrait qu'il y ait une politique qui permette de produire ce que nous consommons, ce qui est possible, et surtout de permettre à ce que même sans transformer, que nous entrons dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, les Camerounais ne sont pas rentrés dans les chaînes de valeur. Même quand on produit la tomate à Fumbot et à Mbouda, quand on les ramène à Douala dans les camions, quand vous arrivez au marché Sandaga le matin, on vous dit que le cajou de cassé coûte 500 francs, des écrasés coûtent 500 francs, le cajou de cassé coûte 1000 francs. Alors, vous perdez le 25% de vos récoltes parce que vous n'avez pas intégré ne serait-ce que la petite chaîne de valeur de ce qu'on appelle le conditionnement. Ailleurs, quand le produit quitte le champ ou la ferme, c'est pour le supermarché. Ce n'est pas normal qu'on produise et qu'on transporte et qu'on arrive au marché et se rende compte qu'on a perdu 25% de sa production. Déjà, rien que ça, il y a beaucoup d'autres chaînes de valeur. Vous prenez le cacao, quand vous vendez votre cacao à 700 francs le kilo, à la fin, le kilo de cacao rapporte 14 000 francs. Parce qu'on tire le beurre de cacao, on tire tout ce qu'il y a là comme élément dans la transformation. Et à la fin, celui qui a produit a 5% de ce que son produit a rapporté. Mais si nous créons des chaînes de valeur qui nous permettent, n'est-ce pas, de rentrer dans le conditionnement, dans la transformation, etc., nous allons récupérer une bonne partie de cet argent. Donc il y a une politique industrielle qu'il faut mettre en place. Et il faut aussi, même si nous ne pouvons pas industrialiser tout de suite, que la production se fasse, qu'on fasse une production de substitution et qu'on change nos habitudes alimentaires. Parce que nous mangeons le macabo, on mange l'igname, on mange le manioc, mais personne ne sait quelle est la différence entre le manioc et le macabo, ou bien l'igname, ou bien la patate. Nos diététiciens ne nous ont jamais dit quelles sont les vertus de ces choses-là. On regarde les publicités dans les chaînes de télévision, mais aucune publicité sur nos produits locaux. Tout cela doit être fait, ça rentre dans les chaînes de valeur. Donc il n'y a aucun travail qui est fait. Nous ne pouvons pas penser que nous allons développer sans travailler. Les Camerounais, les Africains en général, ne travaillent pas. Il y a d'autres pays où les gens travaillent. Vous allez au Ghana, vous allez voir les gens travailler. Même au Nigeria voisin, les gens travaillent. Les gens font des produits de substitution. Au Nigeria voisin, on a créé des champions nationaux. Dangote est un champion national parce que c'était un importateur qui est devenu un producteur. Bien. Et que faut-il faire pour empêcher les États africains de s'endetter? On peut empêcher les États africains de s'endetter. On peut rentrer dans un processus de diminution de nos besoins d'endettement. Je prends un exemple. Si vous êtes, par exemple, pour que l'économie... Parce que pour ne pas s'endetter, il faudrait qu'on soit capable, n'est-ce pas, de financer notre budget par nous-mêmes. C'est-à-dire, nous disons, il nous faut 4 000 milliards pour notre budget, pour financer le fonctionnement et l'investissement de l'État par an, et que nos recettes fiscales et nos ressources propres puissent nous permettre d'avoir les 4 000 milliards. En ce moment, on ne s'endette pas. Alors, comment pouvons-nous faire donc pour y arriver? Il faudrait déjà que les recettes fiscales existent. Les recettes fiscales, la plus grosse recette fiscale, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est la TVA. Après, il y a l'impôt sur les sociétés. Ces sociétés doivent exister. Et ces sociétés doivent exister pas
pour aller acheter à l'étranger et venir nous vendre. Parce que quand ils s'en vont acheter à l'étranger pour venir nous vendre, ça fait que les emplois qu'on aurait pu avoir et les impôts que les gens auraient pu payer se retrouvent plutôt à l'étranger. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer, par exemple, aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons mettre sur pied un processus pour nous endetter, il faudrait, par exemple, ça c'est un exemple que parmi tant d'autres que je prends, qu'on dise que les importateurs, vous êtes importateurs du poisson. Alors, vous importez pour 2000 milliards par an, pour 200 milliards par an. L'État dit, OK, on va vous accompagner pour que vous deveniez producteur de poisson, c'est-à-dire que vous puissiez récolter le poisson à l'intérieur du pays, soit par l'élevage de poissons ou bien par la pêche. Alors, on vous dit, vous allez importer pour 150 milliards et non 200 milliards cette année. Les 50 milliards de poissons que vous avez l'habitude d'importer, vous allez investir dans la production et l'État va vous appuyer. Ça va vous permettre peut-être d'avoir des petits bateaux de pêche ou bien de créer des étangs pour... Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit l'importateur qui le fasse? Parce que l'importateur a déjà le circuit de distribution, il connaît où il vend. Parce que si vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas de circuit de distribution, vous lui donnez l'argent pour faire cela, il va produire, mais il aura encore le problème de distribution. Et s'il n'arrive pas à distribuer, le projet va mourir. Au Nigeria, Dangote était, pendant la dictature, quand il y avait des coups d'État militaires au Nigeria, était le principal importateur du ciment, du sucre, etc. Quand la guerre, quand le désordre s'est arrêté, quand on est entré dans la démocratie, l'État l'a soutenu de la manière dont je vous dis, et il a créé des usines de fabrication de ciment, tout en augmentant régulièrement sa production au fil des années, et a réussi à couvrir le marché international et n'a plus importé. Et arrivé même à exporter le ciment pour faire rentrer des devises à l'intérieur du pays, pour permettre, n'est-ce pas, à ce que son pays puisse se mettre à l'abri de ce que vous êtes en train de dire. Même chose pour le sucre, etc. Donc, chez nous, il y a le tribalisme. Quand vous allez dire de faire cela, on va vous dire non, ça risque d'être les gens de la même tribu qui vont se retrouver en train de produire. Il faut donner l'argent aux autres. Bien, vous donnez l'argent aux gens qui n'ont pas le circuit de distribution. Ils vont produire, ça va rester là, ça va devenir des désordres. Ils vont vendre à vil prix ou bien ça va pourrir dans les magasins. Et terminé, le projet va mourir et on va se retrouver encore à l'exportation. Donc il faut des politiques publiques bien pensées qui nous permettent d'aller rationnellement vers une industrialisation. Et pour substituer la production à l'importation. Et en ce moment, nous pouvons créer de la richesse à notre niveau, au niveau national. Et surtout que nous essayons, que l'État essaye d'aider les Camerounais à entrer dans les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, il y a la production, il y a le conditionnement, il y a le transport, dont il faut les infrastructures. Après, il y a la transformation. Après la transformation, il y a même l'emballage, le type d'emballage même que vous utilisez sur un produit donne de la valeur à ce prix. Et ensuite, il y a la distribution. Toutes ces chaînes de valeur, il faut essayer de les mettre. On peut commencer à entrer progressivement dans la chaîne de valeur. Je vous ai pris le cas de la tomate, qui sort, n'est-ce pas, du Noun et du Bamboutos, et qui arrive ici en perdant une bonne partie de la production. Donc, tout cela doit être revu. Donc, le vrai problème chez nous, c'est qu'il faudrait penser à la politique économique. Bien évidemment, il faudrait aussi que les Africains de l'Afrique centrale commencent à travailler sur leur monnaie. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique de l'Ouest ont déjà fait un très grand pas. Ils ont leur écho qui va certainement entrer en vigueur. C'est vrai que la mise en application devient un peu compliquée. Il y a 15 États qui tapent à la porte. Il risque de ne pas avoir plus de 5 États qui vont y entrer au début, mais progressivement, les autres vont remplir les critères et vont y entrer. Et quand vous avez votre monnaie, ou bien quand vous avez un système monétaire que vous contrôlez, vous développez donc la politique monétaire qui vous permet d'avoir de quoi aider les entreprises par les crédits, parce que le crédit est la chose la plus importante. Dans le contexte actuel où nous avons le franc CFA, on ne peut pas donner crédit à la production parce que nous ne contrôlons pas notre monnaie. Donc, il faudrait que rapidement, que nous voyons comment en Afrique centrale, on peut travailler pour faire comme les autres. Parce que même si certains États n'ont pas rempli les critères de convergence qui ont été mis en place par la CEAO, par la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, ces États vont travailler, n'est-ce pas, pour y arriver. Parce qu'il y a des conditionnalités pour entrer dans ce grand cadre et pour, n'est-ce pas, bénéficier
de la nouvelle monnaie ECO qui est en train d'être mise en place en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, en Afrique centrale, les gens ne travaillent pas. Et tout ce qu'ils font, c'est dire est-ce que ça va marcher, c'est rien du tout, etc. C'est de la critique. Non, je crois qu'il faudrait qu'on travaille. Et puis, si on s'engage dans la bonne voie, on va pouvoir arriver comme tous les autres, pourquoi pas. D'accord. Nous avons le cas du Cameroun. Sa dette en 4 ans explose de 3 726 milliards en 2014 à 7 131 milliards, soit 32% du PIB en 2018. Et la Côte d'Ivoire a une dette qui s'élève à 10 931,23 milliards de francs avec un PIB de 42,5%. Y a-t-il une urgence d'agir? Oui, il y a une urgence d'agir. Moi, je crois que l'endettement de la Côte d'Ivoire peut s'expliquer. Ce n'est pas un endettement à l'emporte-pièce comme au Cameroun. La Côte d'Ivoire ne s'est pas endettée dans des pistes, comment on appelle ça, non conventionnelles, non concessionnelles, voilà. Pas de pistes non concessionnelles. La Côte d'Ivoire s'est endettée normalement auprès des bailleurs de fonds. Ce qui fait qu'elle est plus endettée que nous, mais elle ne saurait, n'est-ce pas, faire souffrir son budget de ce qu'on appelle le poids de la dette au niveau où nous en sommes. Nous avons un endettement un peu plus doux, un peu moins volumineux, mais nous avons la qualité de la dette qui n'a pas été bonne. Et ça fait que nous avons des difficultés. Il y a lieu de s'interroger et de s'inquiéter. Parce que le Cameroun va encore s'endetter davantage parce que les projets structurants que nous avons mis en place ne sont pas mis en service. Les projets structurants sont en attente d'autres financements. Donc, si rien n'est fait, nous pourrons atteindre les 50%. Et si nous atteignons les 50% du PIB, dans les conditions d'endettement que nous avons là, en allant prendre des prêts dans des voies qui ne sont pas très traçables, alors nous allons avoir un budget très compliqué à gérer et nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes. Je crois que le Cameroun a besoin de marquer un petit temps d'arrêt et d'étudier ce qui lui arrive, et d'associer les gens qui comprennent le sujet. Parce qu'on a l'impression que ces gens qui sont chargés de faire ce travail que le casting est mauvais. Parce que quand vous prenez les gens qui prennent des décisions économiques au Cameroun, vous allez voir que ce soit le Premier ministre qui doit prendre des décisions, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre tous ces gens qui sont chargés de prendre des décisions économiques, ce sont plus ou moins des économistes. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut être du métier absolument pour être responsable, mais il faut être du métier quand c'est compliqué pour pouvoir comprendre tout cela soi-même. Parce qu'on va dire que oui, il y a des gens à côté qui sont des ingénieurs en ceci, qui sont des statisticiens, d'accord. Mais la personne qui prend la décision doit être capable de comprendre le problème quand on est dans une situation de crise. Je veux faire une petite digression. Quand vous avez vu, quand il y a eu la route Douala-Yaoundé, il y a eu un affaissement d'un pont sur la voie. Le ministre des Transports n'était pas un ingénieur. Il a commencé par les réunions. Pendant qu'il faisait ces réunions pour voir comment on peut gérer ça, le ministre l'autre ministre a demandé, le ministre des Travaux publics n'était pas un ingénieur. Le ministre des Transports non plus. Le ministre des Transports a demandé aux gens d'aller entrer dans les trains pour aller à Yaoundé. On a surchargé les trains. Pendant ce temps, le ministre des Travaux publics était en train de chercher la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les trains, on a rempli le train des gens à ne plus en finir, surcharger les trains. Le train est tombé en bourse. Il y a eu une quantité indénombrable de morts. Si le ministre des Travaux publics avait été un ingénieur, il aurait compris, puisque par la suite, quand il a compris qu'on pouvait mettre un conteneur sur la route et puis couvrir du béton, et en 12 heures de temps, les gens devaient passer. S'il avait su cela, il aurait dit à son collègue, écoutez, que les gens attendent 12 heures et on dit la route va passer. Mais il lui a fallu peut-être 24 ou 48 heures pour comprendre que c'est ce qu'il faut faire. Et quand on a fait cela, le train était déjà dans le ravin. Et c'est pour dire qu'en urgence, quand on est en situation de crise, il faut, n'est-ce pas, un gouvernement de crise. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont futés et qui comprennent bien le sujet à des postes sensibles comme les postes économiques. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, il faut même un état d'urgence économique pour sortir de ce bourbier dans lequel on est entré. Parce que vous ne pouvez pas avoir 27 projets structurants lancés,
aucun projet n'aboutit. Vous vous amenez encore des affaires que vous appelez la canne. Personne ne nous a obligés de prendre la canne. Vous commencez des stades à ne plus en finir. Il y en a dans tous les sens. On dit qu'on commence des hôtels, on fait des routes. Rien n'est fait, mais tout est commencé. Donc, c'est un désordre infernal. C'est pour ça que je dis qu'il faut même l'état d'urgence économique pour qu'on voit comment on peut tenter de remettre un peu de l'ordre dans ce qui est en train d'être fait au Cameroun, parce que c'est la pagaille. Merci, M. Emmanuel Kounié, d'avoir accepté de participer à la production de l'Economy First ce matin. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission sur Frika TV. Nous vous disons merci pour votre attention et retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle édition. Merci.